Salut tout le monde, nous voilà de retour. Et oui, si vous nous suivez sur les réseaux, vous avez vu qu'on avait eu pas mal de mésaventures. Mais nous voici, nous voilà. Salut Alex. Hello tout le monde. Salut Twitch. Et salut YouTube. YouTube, t'as de la chance, au moins t'auras tout de suite la vidéo. Tout de suite la vidéo, ouais. On se retrouve aujourd'hui, on ne va pas jouer, on va vous parler de jeux auxquels on a joué. On a fait une toute petite sélection de jeux qui nous ont plu ou auxquels on a joué pendant ces dernières semaines. Et on va vous dire ça tout de suite. Comment maintenant? C'est ça, ouais, je rappelle juste le principe du CT-off parce que souvent on nous pose la question. CT-off, c'est juste une sélection, il n'y a pas de top dedans ou quoi, hein. C'est les jeux auxquels on a joué. On va vous donner nos derniers retours pour les derniers jeux auxquels on a joué, sachant qu'en plus novembre est un mois chaotique, il y a beaucoup trop de sorties, faut dire les choses, disons les mots, il y a beaucoup trop de sorties en novembre. Donc là, on a pu jouer à beaucoup de choses. Pour vous dire, là, on vous a fait une petite sélection, je crois, de 7-8 jeux. Ouais. 7 ou 8 jeux. Et il y en a une autre la semaine prochaine de 7 ou 8 jeux. Non, 12, j'avais compté. Ah! Oui, il y a 12 jeux dans la semaine prochaine. Donc là, on a été obligé de la couper en deux parce qu'on a 20 jeux auxquels on a joué là depuis début novembre. Et voilà quoi, donc il y a beaucoup trop de jeux. Donc on va essayer de vous parler justement que vous ayez un joli petit panel pour voir venir Noël. Et peut-être vous aider dans vos choix de Noël. Sachant qu'on fera très probablement une sélection. Moi, j'aime bien les petites sélections de Noël. De Noël. Et moi, t'as un cadeau mignon, et t'as moi, un cadeau je cher. Que décembre, oui, tu désespères pas. Il y aura une sélection de Noël et je veux ma sélection 2023. Mon top 2023, parce que je l'ai déjà. Donc je veux faire... on annonce qu'un seul jeu et ça ira tout de suite. On annonce qu'un seul jeu. Mais ouais. Et merci beaucoup à tous ceux qui s'abonnent, merci beaucoup. Donc en tout cas, là, ouais, il y a pas mal de sélections. J'avoue, et je sais qu'on est assez chaud, donc c'est pas un spoiler. On repopera peut-être dès l'après-midi pour un tout petit live d'une heure, même pas pour une partie je croyais que c'était tout de suite maintenant, après dans ce la live-là. J'ai rien préparé, j'ai pas programmé l'overlay. On popera sûrement dans l'après-midi, en fin d'après-midi, pour un live sur... Excuse-moi, j'ai oublié le nom. Dracula contre Van Helsing. Dracula contre Van Helsing. Je me pas voilà, il est vers là-bas. Il est... Vers là. Donc voilà, deux lives aujourd'hui, en fin d'après-midi, il y en aura un autre. Tant que ça marche, on va enchaîner. Voilà. Allez, let's go, sans plus attendre, le générique. Là aussi. Il est bien ce générique. À YouTube, tu sauras pas de quoi on parle. C'est ça. Vas-y. Allez, on commence tout de suite par le premier jeu de cette sélection. Qui a un petit peu un top celui-là. Bah oui, il est top. Allez, celui-ci, nous avons joué des sorcières. Nous avons joué à Septima. Attention, nous n'avons pas encore découvert l'extension qui est métaphore et présage. Nous avons joué à Septima, nous avons joué à Septima à 2 joueurs, nous avons joué à Septima à 4 joueurs, nous avons joué à Septima à 3 joueurs. Oui, Autant dire qu'on a un petit peu toutes les configurations possibles, sachant qu'il y a un mode solo que nous n'avons pas joué. C'est le seul. C'est un jeu qui se joue à partir de 12 ans et les parties durent environ 25 minutes par joueur quand vous connaissez le jeu. Quand vous connaissez le jeu, ouais, il faut. Je préfère vous le dire, hein, parce que la toute première partie, c'est pas 50 minutes. Septima, c'est quoi? Septima, c'est un jeu blindé de matériel. Je vais l'ouvrir, vas-y. Alors, hop, est-ce que la caméra est toujours là? J'ai essayé de ranger. Nous n'avons pas la version de luxe, alors du coup. Oui, désolé. Ne vous inquiétez pas. C'est la version retail que nous avons là. Désolée, pourquoi? Parce qu'il s'excuse auprès de sa femme, parce qu'elle a découvert la version de luxe et elle a pleuré. Oui, c'est vrai. non, je rigole. Donc j'ai essayé de ranger comme je pouvais hier soir pour que la boîte ferme, parce qu'elle est vraiment remplie de matériel. Il y a des petites extensions, il y a des petites mises à jour, parce que vous avez plusieurs niveaux avec lesquels vous allez pouvoir jouer. Le but, c'est que vous êtes en fait des petites sorcières. Je cherche les plateaux personnels pour pouvoir vous montrer ça. En voici un. Des matriarches, non? Dans un couvent, hein, c'est ça? On a une personne, une mère finalement. Donc vous avez votre plateau personnel, vous allez avoir des petites sorcières ou sorciers d'ailleurs qui seront disponibles et qui vont vous amener des sorts. Le but c'est de réussir... Ouais, vas-y, merci. Elles sont juste en dessous. Le but c'est de réussir en fait à soigner des personnes pour pouvoir aller avancer sur cette piste-là et marquer un certain nombre de points. C'est de réussir à avoir des points selon une piste que vous aurez mis, ou pas d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas obligé de jouer avec. Comment on fait pour marquer des points? J'ai besoin du plateau principal. Le plateau principal? Ouais. Le tout grand? Ouais, le tout grand.
Vas-y. Alors, on aurait dû sortir ça avant, ah ouais les gars. Donc, le tout grand, c'est un plateau. Magnifique. Finalement. La DA est magnifique. C'est un plateau dans lequel vous allez avoir un village et les alentours. Il va y avoir des... C'est pas grave. Il va y avoir des chasseurs qui vont se placer à différents emplacements. Et vous avez surtout, en effet, votre matriarche qui va venir chercher des éléments pour pouvoir faire ses potions. Ou alors chercher ici les petites personnes qui seront à soigner pour pouvoir marquer des points. En fait, ça fonctionne tout le temps. On va avoir différents tours de jeu et différentes saisons. Je crois que ça se joue 5 tours, 5 tours x 4 saisons. Et un tour, c'est tout simplement choisir une action à faire. Ensuite, voir si d'autres personnes l'ont fait. C'est ça. Il y a ce principe-là qu'il faut qu'on parle, ouais, justement. Ouais. D'harmonie. En fait, vous allez jouer, vous avez dans votre main des cartes qui représentent vos actions. Oui. À chaque tour, vous allez jouer une de ces cartes pour faire une de ces actions. Oui. Et il y a un principe d'harmonie dans le jeu qui est que si un autre joueur autour de la table fait la même action que vous, vous allez pouvoir avoir un petit bonus dans cette action. Je vais essayer de trouver une carte, si je peux vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Ces cartes, vous les voyez, hop là, vous voyez sur ces cartes, vous avez toujours deux espaces. En fait, ça c'est votre action. Vous allez faire, par exemple, voilà, ce tour-ci, j'ai choisi de me déplacer, de déplacer ma matriarche. Si un autre joueur autour de la table le fait, eh ben, je pourrais faire ce principe d'harmonie. Oui. Et là, pour le coup, c'est un ou bien. Mais il y en a d'autres, c'est en plus. C'est ça. Ou après. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent bénéfique de faire l'harmonie avec une autre matriarche. Mais ce qui fait que le souci des harmonies, c'est que plus vous faites des harmonies entre matriarches, là, il va y avoir un petit symbole comme ça. Vous allez être de plus en plus repérable par les chasseurs. Et par la foule surtout. Et par la foule, ouais, tout à fait. J'en ai pas parlé encore. Parce que à la fin de ce principe de, une fois que vous arrivez en fin de tour, pardon, vous allez arriver à un procès. Et ici, vous avez pardon. Hop là. Vous avez un procès. Ou là, vous allez avoir une ou deux sorcières. Vous allez avoir des sorcières qu'il va falloir sauver pour les prendre dans votre couvent, parce que vous allez rajouter donc des personnages dans la foule, mais dans cette foule, vous allez pouvoir envoyer vos fidèles aussi, pour justement un peu contrebalancer le vote, parce que vous verrez, il y a un principe très sympa pour progresser et faire savoir si la foule exile ou non la sorcière. Ouais. Et donc, on va avoir, je ne sais pas si tu as mis, on va avoir nos fidèles surtout. C'est ça, c'est ce que je disais, ouais. Voilà, un principe de fidèle qui va justement éviter que la sorcière soit exilée plutôt qu'elle rejoigne votre couvent, parce que les sorcières vous permettent d'avoir des pouvoirs bien sympas. Et donc c'est tout ça, hein, Septima. C'est beaucoup plus complet que ce qu'on peut vous en dire. On ne peut pas résumer Septima en 5 minutes, clairement. Septima, c'est vraiment du gros jeu. Hein, clairement, on va pas se cacher. Quand c'est chez Mind Clash Game, c'est du gros jeu. Hein. Par rapport à Mind Clash, ça va être un peu moindre par rapport à ce que les gens ont été habitués. Mais c'est surtout que dans Septiva, tu vas avoir un niveau de base où tu joues avec pas trop de choses autour. Oui, t'as la fameuse après, piste, tu vas avoir une piste que tu vas mettre. Après, tu vas avoir des... Enfin, tu peux vraiment moduler la difficulté de Septima. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que du coup, tu vas pouvoir le mettre un peu plus accessible à quelqu'un qui ne sera pas forcément un joueur expert. Tout à fait. Donc là, pour le coup, moi, c'est ce que j'adorais. Après, Septima... C'est un jeu qui est assez long sur les premières parties, mais il ne faut pas en avoir peur parce que c'est hyper fluide. C'est très très fluide et c'est ça qui est super agréable. En fait, Septima, c'est complet. Je veux dire, souvent on a des jeux, c'est si tu fais ci, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, et tu te perds. Là, Septima, tout est fluide. Tu fais les ça actions, parce que tu on veux les ça. fait tous ensemble, elles sont très bien résumées sur le plateau. Et tu joues ces actions plusieurs fois dans la partie, enfin tu joues cette phase d'action plusieurs fois dans la partie. Et il n'y a rien qui est tiré par les cheveux. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Et c'est vraiment un chouette jeu, vraiment. Nous, on a vraiment beaucoup aimé. On était un petit peu plus mitigé sur la piste qu'on rajoute à côté. Ouais. Parce que, en fait, sur nos premières parties, en fait, on a envie de tout faire. On a envie de tout faire, mais dans Septima, vous ne pouvez pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Alors, on a accepté que cette piste sur le côté, on ne puisse pas la faire en fait parfois. Selon vos actions,
selon vos actions, vous acceptez de ne pas la faire. Sur En les fait, il premières faut parties, vraiment- on l'a trouvé superflu parce qu'en fait, on n'y allait jamais. On n'y allait jamais. Et puis, il y a un coup. Moi, j'y allais, mais pas au bon moment. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment aller sur cette piste. Donc, la piste, elle va vous permettre d'avancer et d'avancer différents bonus selon où est-ce que vous allez. Ces bonus qui vous permettront d'avoir un petit peu plus de points ou d'actions, etc. Et en fait, il faut vraiment, tu vas sur la piste, cette piste, elle te fait avancer ce truc-là, le tour d'après, tu fais le truc-là pour pouvoir Parce que ce qu'il faut savoir, sur cette piste, vous allez choper des pouvoirs, Ouais. des passifs qui vont vous permettre de faire des combos. Et il faut savoir, comme tu le dis, jouer au bon timing. Si tu vas sur cette piste que tu n'es pas sur le bon timing, tu perds ton temps. Clairement, tu perds ton temps. Et cette piste est quand même assez exigeante. Si tu t'y investis, il faut t'y investir presque complet, parce que sinon, si entre les deux, tu as perdu ton temps et tu auras perdu ici. Donc, c'est du... Coucou Patrice. Voilà, Septima, c'est vraiment un beau coup de cœur. Surtout, il est sorti à la période d'Halloween avec les sorcières et tout. Oui, c'est vrai. C'est vraiment très chouette. C'est du gros jeu qui demande de l'investissement en temps et en règles, on peut le dire aussi. Oui, c'est vrai. Tu ne te lances pas dedans en explication de 5 minutes. Voilà, donc franchement, c'est un jeu très chouette. On n'a pas testé l'extension. Non, on n'a pas testé l'extension. Voilà, comme dit, on ne peut pas vous le résumer plus. Septima, je pense que vous pouvez en trouver facilement des parties sur le web. Nous, on ne le fera pas, car ce qu'il faut savoir aussi sur Septima, c'est que ça prend de la place. Et au niveau, nous, du setup, on pense que si c'est pour que vous ne voyez pas les actions qu'on fait, on trouve ça dommage. C'est compliqué de lui rendre honneur en live, on trouve, dans le sens où c'est du gros jeu, et faire un live sur un gros jeu comme ça, on va se paumer. Nous, on aime beaucoup jouer à ce genre de jeu, mais en live, c'est compliqué. Moi, si j'arrive à faire ce que je voulais faire, peut-être un jour, j'aimerais bien rendre honneur à Septima, mais sans montrer une partie, mais montrer comment fonctionne un tour, tout simplement. Ouais, tout à fait. En tout cas, très chouette jeu, Septima. On a joué avec les petits. Ce que je voulais dire, c'est que qu'on y joue à 2 ou qu'on y joue à plus, en fait, c'est toujours un kiff. Ah oui, il n'y a pas de à 2, c'est moins bien. Non. Dans le jeu est très bien adapté. Et le principe d'harmonie dont on vous parlait, de faire des actions en commun, si vous jouez qu'à 2 joueurs, vous avez la Septima justement qui permet de compenser et de faire des harmonies avec la Septima. Donc voilà, je le remontre un petit coup. C'est Septima, c'est chez Super Meeple. Oui. Voilà, et il y a une petite extension qui va bien avec. Donc nous, on conseille. Et ça se joue jusqu'à 4. Oui, 4 joueurs. 1-4. Voilà, 1-1-4. Voilà, on peut passer au suivant. On a été voyager et on est parti à Paris. On est parti à Paris. Sur les toits de Paris. Sur les toits de Paris. Sur les toits de Paris, c'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et c'est des parties qui durent environ 25 minutes. Je vais le dire parce qu'on a oublié sur le jeu d'avant, mais c'est un jeu de Ludovic Maublanc illustré par Christine Alcouf, sorti chez Kif Édition. Voilà, on a dit qu'on le faisait tout le temps et des fois on oublie alors. Les Toits de Paris, c'est un jeu dans lequel nous sommes des voleurs. Nous avons un gang de pies. Vas-y. Oui. Alors je vais mettre ça. Bon, celui-là, à la limite, on pourrait l'ouvrir et oui, beaucoup moins matériel. Vous avez une piste en fait qui sera les lots que vous allez vouloir aller voler finalement. Ouais. C'est un jeu de stop ou encore. Vous allez avoir votre gang du coup. Vous avez des cartes de différents. Il est très chouette. Alors, attention, je vais y arriver. Vous avez les cartes de vos personnages. Vous allez choisir qui est-ce que vous incarnez. Mais c'est surtout que vous allez pouvoir aller voler. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne que vous allez choisir de vous rendre de maison en maison. Et choisir si vous allez dans une maison suivante. Encore? Non. Ah oui. D'abord, la police arrive. 1, 2. Parce qu'ici, j'ai le petit 2. Ouais. C'est hyper bien mélangé. C'est pas mélangé, je pense. Je vais... Vas-y. Encore. D'accord. Donc là, tu passes, tu seras obligé de prendre 2 cartes. Ouais. Encore ou pas encore? Non, je m'arrête. Tu t'arrêtes, ok. Donc, comme il s'est arrêté, il va d'ailleurs prendre 2 cartes. 2 cartes. Et les joueurs suivants, vont pouvoir récupérer. Hop là, je prends les 2 là. En fait, les Toits de Paris, c'est un jeu de collection. Oui. Le but, c'est de faire les plus grandes collections
de différentes couleurs, mais de différents objets, hein, de type de collection, tout en prenant un maximum de risques, parce que plus vous prenez de risques, plus vous allez récolter de cartes. Et c'est ça qui est très chouette. En fait, ce qui nous a vraiment plu dans les Toits de Paris, c'est que c'est hyper accessible et on a pu y jouer avec les enfants et passer un super moment. La mécanique est assez simple, c'est-à-dire que vous avez une pile, comme tu l'as montré, hein, une pile de cartes, c'est vraiment ça. Vous avez une pile de cartes Il y en a beaucoup. d'objets à voler. Bon, normalement, il y en a 15 du côté, voilà, je le fais. Et c'est tout simple et c'est accessible à n'importe quel joueur, même, c'est super familial, quoi. C'est ça, 7 ans, ça passe ici, je vois, et clairement. Là, donc, vous arrivez, comme tu le disais, c'est tu continues ou tu t'arrêtes, tu continues ou tu t'arrêtes. Ah, mince, il se rapproche. Hop, ah ben dommage, t'auras rien de tout ça, et c'est les autres qui vont se partager. En fait, il y a vraiment la partie stop ou encore sur les toits et la partie collection devant soi. Parce que dans la partie collection, il va y avoir ces petites indications. Attention, j'y vais. Ces petites indications là, les petites cloches par collection que vous aurez devant vous. À partir du moment où vous avez une troisième cloche, vous activez l'alarme. Et donc du coup, la collection de la couleur qui a 3 cloches va être enlevée. Donc si vous étiez en train d'être vainqueur, entre guillemets, sur cette collection, c'est les autres qui vont pouvoir marquer des points. Parce qu'en effet, il y a des petits jetons de points selon la couleur de la collection. Vous allez pouvoir marquer plus ou moins de points et essayer d'être celui qui a le plus de points. Comme ça. Et c'est ça qui est fou, parce que on pourrait penser que finalement, on se dit, on fait des collections chacun dans notre coin. Non, il y a ce côté aussi assez fourbe dans le jeu où chaque joueur va récupérer des choses autour de la table, mais justement, c'est vraiment ça, moi, ce qui me plaît. Tu vas laisser des cartes aux adversaires. Et c'est ça ce que j'adore. Et souvent, tu es là en mode, oh, j'ai le choix entre 2 bleus, et toi, t'as pas besoin de la cloche là parce qu'elle va te faire perdre ta collection. Tu sais quoi, je vais prendre l'autre bleu, quitte à être un petit peu pénalisé sur ce coup-là. Et comme ça, toi, tu vas perdre toute ta collection. Et c'est ça, en fait, les Toits de Paris. C'est ce côté fourbe qu'il y a entre les joueurs en fonction de ce que vous allez leur laisser ou non. Et après, comme dit, la mécanique toute simple de... Vous avez des collections, chacun sait compter ses cartes et let's go, quoi. Donc, nous, on y joue vraiment principalement à 4, clairement. Hein, je veux dire, avec les enfants. Oui. On le sort pas à 2. On le sort pas à 2, voilà, autant dire tout de suite. Mais par contre, qu'est-ce que c'est chouette. Et nous, on passe un bon moment. Je veux dire, on finit une partie, on a envie d'en relancer une. Et c'est ça. Et je crois que je ne l'ai pas dit tout à l'heure sur ces petits mains et j'aimerais bien qu'on y pense. C'est pas non plus un gros prix dessus, donc ça qui est chouette. Il est une vingtaine d'euros. Ouais, je crois que c'est ça. J'ai plus la commande. Il va être noté tout de suite. Il va y avoir la commande. Si vous pouvez faire popper la commande, je crois que c'est commande jeu, si je dis pas de bêtises. Elle l'a mis, mais j'ai pas eu le temps de lire. Regarde, elle est tout en haut. Ah oui. Elle est tout en haut, commande jeu. Voilà, ça, c'est une belle boîte, c'est des belles illustres, du beau matos. 23,90 €, voilà. Et c'est chouette, quoi, tu vois, donc... Franchement, non, c'est un petit jeu, et bon, on n'en est pas encore à faire notre sélection de Noël, mais il pourrait très bien rentrer dans une sélection de Noël, parce qu'il est très familial, et donc... on a carrément des amis avec qui on a joué qui m'a dit il s'achète celui-là. Oui, c'est ça. C'est ça, il y a des amis qui nous ont dit... Tu l'as eu beaucoup en avance ou il est achetable? C'est ça. Non, il est achetable, clairement. Et puis, c'est vrai que les amis nous ont dit mon père, il se met un petit peu aux jeux de société, il débute... Et il va kiffer. Et regardez, vous avez des superbes cartes perso, et puis on le voit pas bien, j'aimerais bien vous montrer, mais il y a... la dorure. Regardez la petite dorure sur les cartes. Sur toutes les cartes, absolument. Le petit détail qui tue, mais voilà, c'est chouette. Vraiment, c'est très très chouette. Donc voilà, les Toits de Paris, c'est une bonne idée aussi cadeau, même si on n'en est pas encore à vous faire la liste au Père Noël. Mais... Je tiens à rétablir une vérité que j'avais pas dite. C'est qu'en fait, Christine Alcouf est aussi l'autrice. Oui. Elle est co-autrice avec Ludovic Maublanc. Elle n'est pas qu'illustratrice. Elle n'est pas qu'illustratrice. Oui, tout à fait. Ouais, bien sûr. Ouais. T'as bien raison de le notifier. Mais c'est vrai. Et c'est très chouette justement d'avoir un jeu comme ça. Voilà, pour les fêtes, il y a rien de mieux. Donc voilà, c'était les Toits de Paris. Et oui. Après Paris, on a été visiter les bois alentours. Ouais, j'essaye. Et du coup, on a joué à Explorers of Woodlands. Celui-ci, c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs dans des parties d'environ 35 minutes pour des joueurs de plus de 10 ans. L'auteur est Geoffrey Wood, illustré par Jiahui Eva Gao. Normalement, je l'ai plutôt bien dit. Sachant qu'il est sorti chez Matago, mais l'éditeur original est From the Wood Studio. Celui-ci, on l'a découvert à PEL.
Oui. Et je vais laisser Alex le présenter. Parce qu'il aime beaucoup ce genre de jeu. Je l'aime beaucoup. Alors, Explorer of the Woodlands, c'est un dungeon crawler, mais cette fois-ci, c'est pas un donjon. c'est la mécanique. C'est pas un donjon que vous allez explorer, c'est les bois, comme tu le disais. Je vais plutôt prendre l'arrière de la boîte. Dans Explorer of the Woodlands, vous allez vous déplacer dans la forêt. Dans la forêt, avec 4 petits personnages. J'ai oublié leur nom. Chavi, Xilia, Clétor, et hop, j'ai oublié son nom à lui, et Bétras, et donc vous incarnez, chaque joueur incarne l'un de ces petits personnages qui a en plus un petit pouvoir bien précis, même plus qu'un pouvoir, parce que il a une action qui lui est propre vraiment. RPG que j'aime beaucoup dans le jeu, et ce qui fait un petit peu sa différence avec les autres dungeon crawlers habituels. Donc, comme dans tout bon dungeon crawler, vous allez vous balader dans la forêt et vous allez explorer cette forêt en dévoilant des tuiles. Vous allez dévoiler des tuiles, des chemins, hop, voilà. Hein. Et regardez-moi, il est magnifique le jeu. Vous allez donc vous balader dans la forêt, et en vous baladant dans la forêt, vous allez rencontrer, je fais à peu près des petites choses, c'est pas forcément là où vous allez les rencontrer, mais vous allez rencontrer des petits monstres. Des petits plus ou moins petits. Qu'il va falloir affronter. Et comment on les affronte, et c'est là que c'est chouette, c'est par un système de dés de couleurs. De dés de couleurs qui ont différentes valeurs. Donc on va avoir, quoi qu'il arrive, les dés... vous allez avoir, hop, c'est les dés noirs, hein, si je dis plus de bêtises. Ouais, de combat. Les dés de combat. Votre propre dé à vous. Vous allez avoir vos dés, vous lancez vos dés en fait. Donc là par exemple j'incarne Chavi, vous lancez vos dés et vous allez pouvoir faire différentes actions en fonction de la valeur des dés et assigner ces dés. Par exemple, ici je peux assigner autant de dés que je le souhaite, tant qu'ils font entre 1 et 3 de valeur. Donc par exemple, je peux assigner ce dé et dire que je prends mon petit perso qui est là, c'est lui, Chavi. Aïe, j'arrive pas à le sortir, hop là. Et je peux me déplacer, je sais plus du nombre de cases, excuse-moi, j'ai oublié. C'est justement selon combien de dés t'auras mis. Oui, exact, oui, voilà. Et je peux donc me déplacer. Ça, c'est pour le dé de déplacement. Vous avez un dé pour gagner des orbes, parce que je n'ai pas mis les petits cubes de vie et d'orbes. Ne lui fais pas faire un plongeon dans le café. Non, on va éviter en effet. Donc vous avez des cubes de magie, parce que ici, je vous ai un peu parlé d'un côté RPG, et c'est ce que j'aime vraiment beaucoup dans le jeu. Et j'ai pas encore tout dit. Hein. Vous avez donc des orbes qui vont vous permettre de progresser, de stacker comme de la magie. Hein. Clairement, on va résumer ça assez simplement. Qui va vous permettre de... J'essaie de trouver les petites cartes qu'on déplace, si tu vois des cartes, quelles cartes je parle. Qui va vous permettre de choper des cartes qu'on va mettre ici et de débloquer des pouvoirs magiques. Eh ben, c'est celle que tu as là. Je sais plus justement. Ici, vous avez un pouvoir qui est propre à votre personnage. Regardez, chaque personnage a un pouvoir différent. Par exemple, Chavi, c'est un petit peu le heal de la bande. Il va pouvoir remettre de la vie. Là, on va pouvoir éviter les ronces quand on rencontre des ronces. Ici, on peut se déplacer un peu plus. Oui. Voilà, donc chaque perso sur un 5+, a un pouvoir spécifique. Et un autre pouvoir ici, en 6. Ouais. Par contre, vous ne pouvez mettre qu'un dé max à chaque fois. Il n'y a que sur les déplacements où vous pouvez mettre plus d'un dé. Donc vous assignez vos dés, et puis vous allez vous déplacer, découvrir les bois et affronter des monstres. Donc il y a une phase de combat contre les monstres. Là pareil, vous lancez des dés, c'est très simple. Ce qui est plutôt pratique, c'est que chaque monstre a un petit peu son archétype. C'est-à-dire que vous allez lancer des dés de combat, hein, tout simplement, et regardez combien vous faites. Si vous arrivez à battre la défense, ici, un 4, vous allez lui infliger un point de vie. Celui-là, ça tombe bien, il a qu'un, donc il est mort. Si vous n'arrivez pas, il vous mettra 2 dégâts. Par contre, les dés bleus fonctionnent très bien sur lui, donc ils ont +1. Voilà, je ne rentre pas dans les détails des règles, parce qu'on sait que les CT-off, on n'est pas là pour vous faire les règles des jeux, mais on vous explique un petit peu les principes. Donc, Dungeon Crawler, sur la base, voilà, vous vous déplacez, vous affrontez des monstres et vous allez choper des objets. C'est ça. Donc soit on va avoir des monstres, soit des événements. Quand il n'y a plus de piles, vous allez affronter des boss, plusieurs boss, qu'il va falloir battre avant un certain timing, parce que pareil, ce n'est pas un jeu où vous pouvez compter sur le timing et puis voilà, chance au dé. C'est-à-dire que plus les tours passent, plus la courbe de progression avance, et plus le boss vous fera mal et vous fera perdre la partie. Voilà. Les boss, ce qui est bien, c'est qu'à chaque tour, le boss a un archétype un peu différent, donc vous lancez un dé,
et en fonction de la valeur du dé, le boss sur ce tour-ci fera une action bien spécifique. Et les pouvoirs dont je vous parlais, donc par exemple ici, vous allez commencer la partie comme ça, voyez. Quand vous utilisez 3 ordres, hop, vous allez pouvoir apprendre votre premier pouvoir, qui dit phase 2, blablabla, vous pouvez retourner. Je ne rentre pas dans le détail du pouvoir, vous ne le comprendriez pas. Pour 5, hop, deuxième pouvoir. Donc il y a un côté vraiment RPG, vraiment dans lequel vous allez avancer et faire évoluer votre personnage qui est très 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 plaisant. Autre côté RPG qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a un côté... allez, on va pas parler de narratif pur et dur parce on pourrait croire qu'il y a un grand texte, mais il y a quand même un petit peu de texte qui vous crée un lore et qui est vraiment très sympa aussi. Par exemple, vous allez vous déplacer, vous allez lire des cartes de ce type. Il y a cette présence soit par les événements, soit par le scénario qu'on va faire. Il y a des événements et des scénars, parce qu'en effet, comme tu le dis, je sais plus où les... ouais, vous avez un mode campagne, vous allez enchaîner les chapitres. C'est ce qui est plaisant. En fait, ce qui m'avait impressionné à PEL, quand l'auteur nous l'avait présenté, c'est que vous avez un jeu de base, on va dire ce qu'il y a de plus basique en termes de dungeon crawler. Mais l'auteur a pensé à un jeu évolutif, et pas legacy, qu'on s'entende bien, il n'y a rien qui est déchiré, rien qui est cassé, évolutif, dans le sens où tout se joue avec des cartes. Vous allez rajouter des cartes pour, c'est pas améliorer le mot que je dirais, mais pour agrémenter votre jeu de plus de fonctions, de plus de choses. Résultat, vous avez plein de jeux en un, dans le sens où vous avez un jeu de base que vous allez pouvoir rendre plus complexe, plus complet et encore plus fou dans Explorer. Et tout ça dans une seule et même boîte. Et pas besoin d'acheter des extensions. Il nous avait expliqué qu'il ne voulait pas un jeu avec plein d'extensions à acheter à côté. Les extensions sont presque déjà dans la boîte, quoi. Et c'est ça qui est fou. Et c'est pour ça que nous, on l'aime vraiment beaucoup et qu'on le conseille, et que je trouve qu'il se détache d'autres dungeon crawlers qui sont sur le marché comme Cora Quest ou Karak, parce qu'on peut les comparer, bien évidemment. On est sur du jeu à destination pour enfants, donc on pourrait les comparer. Enfants, adultes, en fait, pour le coup. Ça... Mais moi, ce qui m'avait aussi impressionné à PEL, c'est qu'on avait perdu. Donc le jeu n'était pas facile. Non plus, donc il y a quand même aussi, et pourtant on avait joué qu'à la version de base, et le jeu n'est pas non plus simple comme ça, et puis voilà. Et donc c'est pour ça qu'on voulait vous reparler de Explorer of Woodlands, parce que encore une fois, on trouve que c'est un jeu qui ferait un très bon cadeau, et qui est vraiment très sympa, et encore une fois, je trouve que par rapport à tout ce qu'il y a dans la boîte, on n'est pas sur un prix abusé, et ça c'est bien cool. Moi aussi, je vais ajouter un tout petit truc que tu n'as pas dit, mais que vous avez dû comprendre, parce qu'on dit en effet, il y a des événements, machin. On va également pouvoir... crafter, c'est pas le mot. On va pouvoir avoir des équipements. Et selon les équipements qu'on va prendre, on va pouvoir avoir aussi en effet des effets qui vont venir s'ajouter. Donc très complet, et c'est ça qui fait plaisir. Vraiment le côté, comme je dis, RPG, vous allez vous stuff, parce qu'il faut vous stuff avant le boss, parce que sinon vous allez morfler. Donc il est très bien équilibré, c'est-à-dire que le boss arrive vraiment à la fin, dans les dernières tuiles, et le truc c'est que si vous ne stuffez pas avant, vous allez morfler, donc voilà. Pour info aussi également, ça je tiens à le souligner, l'auteur a mis une petite aide de jeu sur BGG qui est très pratique et qui mérite toute sa place dans la boîte. Voilà, donc nous on l'a imprimée et on la met dans le jeu parce qu'elle résume tous les petits pictos et c'est vraiment très très pratique, donc c'est très cool de l'avoir. Donc voilà, c'est sur BGG, l'auteur a ajouté ça et c'est vraiment très cool. Donc verdict, c'est un très bon jeu que ce Explorer Woodlands. On peut pas parler de top parce que il a clairement toute sa place dans la gamme, en tout cas des dungeon crawlers, et il est très bien placé dans nos. C'est un jeu qu'on apprécie sortir, surtout avec nos enfants. Et on y a joué avec les enfants, et on y a joué à deux, et on y a joué à PE. Donc celui-là, on a aussi bien pu le tester pas mal sur plusieurs configs différentes. Voilà. Et l'auteur est très sympa. Voilà, ce qui n'enlève rien. En effet. Donc voilà pour Explorer of Woodlands. Et voilà. Sur un jeu un peu plus petit, que ce soit en termes de format ou en termes de temps. Et qui vient de sortir. Celui-ci, c'est un jeu qui se joue en solo ou jusqu'à 6 joueurs. À partir de 9 ans, et les parties durent environ 30 minutes.
L'auteur est Scott Helms, illustré par Olivier Danchin et c'est sorti chez Ghost Dog. Celui-ci, c'est un jeu qui va reprendre un peu le principe de Cardzel, selon comment vous allez placer vos cartes. Parce que vous allez faire une île, mais vous n'allez pas la faire n'importe comment. Est-ce qu'il y a encore nos sublimes scores dedans? Oh, nos scores, je sais pas, mais ils sont honteux, nos scores. Non, c'était très bien. Ils n'ont pas le droit de les voir. Il y a encore. Vous n'avez pas le droit de revoir nos scores. Vas-y, je veux bien les cartes. Vous ne regarderez pas nos scores, ils sont honteux. Nous avons du coup nos cartes îles qui vont être comme par hasard là-dessous. Hop là. Elles sont les cartes. Ça, c'est les personnages avec qui on va pouvoir jouer. Allez, je vous l'avoue, la dernière partie, mais ça va. C'est serré à 1 point. C'est des petits scores, mais c'était à 1 point. 44-45. Là. Mais c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'était pas du tout optimisé. On n'a vraiment pas optimisé sur cette dernière partie. Donc, vous allez, je vais vous le dire tout de suite, avoir soit des chefs, des voyageurs à jouer pour pouvoir avoir un peu plus de points, ou alors également des petits combos à faire. Des cartes destin selon ce que vous aurez réussi à récupérer pendant le jeu. C'est ça. C'est des petits objectifs personnels. Enfin, on peut pas appeler ça des objectifs. C'est des ajouts selon comment vous voulez jouer. Le but, le départ, c'est de réussir, je ne sais plus combien on a de coco au départ, c'est pas grave, c'est de réussir à faire en sorte de placer les cartes que vous allez choisir. Vous avez une petite rivière voilà, de 4 cartes. De les placer tout autour de votre île de manière à marquer un maximum de points. Sauf que, comment on marque des points, et c'est là que rentre en compte le petit carnet de score, c'est qu'on va marquer des points selon un certain ordre. Parce qu'en fait, on va avoir des décomptes selon la manche. Ouais, il y a 3 phases de décompte durant une partie. Première phase de manche, nous allons scorer sur l'un de ces points. Deuxième phase, on score sur 2. Troisième phase, et dernière d'ailleurs, on score sur les 3. Vous voyez, c'est représenté par cette couleur le vert. Voilà. Exactement. Donc en fait, durant la partie, on va jouer 9 cartes. 9 cartes, enfin 9 non, ça tours, dépend, 9 tours, non, 9 tours. Ah oui, 9 tours, voilà, 9 tours. Et en fait, un tour de jeu est résumé très simplement. Il y a un décompte, en fait, vous avez 3 piles ici. Si tu veux bien faire 3 piles. Ben, c'est selon, normalement, selon le nombre de joueurs, il y a plus ou moins de cartes dans ces piles. Ce n'est jamais... c'est jamais autant, c'est jamais tout le paquet d'ailleurs. pour vous expliquer le principe, parce que normalement, selon le nombre de joueurs, ce qui permet un timing, vous avez ces 3 piles. Lors de votre tour de jeu, vous allez choisir parmi une de ces cartes. La première carte coûte 0. Les autres cartes, vous devez mettre une noix de coco. Par exemple, si je vais prendre celle-là, j'ai dû mettre... Voilà, exactement. Ça, c'est le principe. Qu'est-ce que vous faites avec ces cartes? Vous récupérez une carte. Donc là, je vais prendre celle-là qui est gratuite. Et mon île est ici. Pour que ce soit valide, je dois recouvrir au moins un symbole de la carte. Donc là, par exemple, si je commence comme ça, je vais faire ça. Tout simplement. J'ai bien recouvert un symbole. Et c'est à toi. Et on recomplète. Non, oui, oui, dans l'autre sens, excusez-moi, pardon, on recomplète dans ce sens, pardon, j'allais faire une bêtise. Quand une de ces piles est vide, on fait le fameux... Quand la première pile est vide. Quand la première pile est vide, parce qu'on on va défausser la première pile, on arrête la partie et on procède au fameux premier décompte. Je vais volontairement continuer à faire une île juste pour vous présenter un petit peu un décompte. Si essaye de faire un truc sympa. Ouais, je vais essayer de faire. Je fais un truc qui me semble juste. Vous avez des cartes... Tiens, arrête-toi là. Je pense que là, je suis pas trop mal. Je crois qu'on serait à peu près à ça. Voilà, allez, encore une. Je pense que ça peut être pas mal. Si je fais, il faut pas que je fasse... ici. Recouvre un, ouais. Voilà. Si j'arrive à ça... Ça marche plus ce que tu viens de faire. Si ce que je veux faire, ça marche normalement. Ah non, il y en a trop. Ah oui. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Là, à ce moment de la partie, le mieux pour moi serait d'aller scorer sur les jaunes. Comment ça fonctionne? Les jaunes, c'est des chasseurs qui vont chasser. Des chasseurs qui vont chasser. En allant à la pêche. J'appelle ça les poules, mais c'est pas des poules. Hein. C'est des canards ou c'est des poules. De la volaille, quoi. De la volaille. Et comment ça score? Et pour chaque chasseur, je vais marquer 3 points. Donc, à ce moment de la partie, je peux marquer 3, 6 points. Donc, j'irai écrire. Mais, la petite subtilité où il faut faire attention, il ne faut pas qu'il y ait plus de chasseurs que de volailles. Ouais. Parce que si vous avez plus de volailles que de chasseurs, c'est 0 point. Donc là, ça tombe bien, j'ai 2 face à 3.
Mais si j'avais été comme ça, je ne marquais aucun point. Parce que tu avais plus de chasseurs que Parce que j'ai plus de chasseurs que de volailles. Et toute la subtilité du jeu va résider dans ce principe de symboles visibles, cachés, tout en faisant attention au nombre de symboles qui sont visibles et cachés. En fait, là, C'est vraiment ça. Il y a clairement la phrase « choisir, c'est renoncer ». Oui. Parce que quand tu choisis, tu es obligé d'enlever l'un de tes symboles que tu as en dessous. Et donc, du coup, tu te dis, qu'est-ce qui est à ce moment-là intéressant de recouvrir? Parce que le tour d'après, je vais à un moment donné scorer. Et donc, du coup, tu te dis, j'aurais pas dû mettre celui-là ici. Il y a tout un principe d'anticipation qui est super compliqué. Parce que aussi, comme tu dis, c'est à l'instant T, que vous non, tu ne marcheras pas. À l'instant T où vous allez scorer, une fois que j'ai scoré sur les chasseurs et sur la volaille, bien évidemment, lors du second décompte, je ne peux plus scorer sur cela. Donc, vous n'allez pas avoir la même stratégie tout au long de la partie. Votre île va évoluer et vous allez essayer de la faire évoluer de la meilleure des façons au moment où vous allez scorer sur les points que vous souhaitez. Là, par exemple, Marion est en train de vous montrer un autre principe. Vous avez le principe de la plage. À la fin de la partie, celui qui a la plus grande plage marquera aussi des points. C'est surtout que la plage, on est obligé quand on la place. Oui, désolé, j'ai mis ça un petit peu en décalé, mais c'est pas grave. On est obligé de faire suivre le bord de plage. Oui. Je peux pas d'un coup aller mettre une plage quelque part par là, ça marche pas en fait. Donc il y a ce principe-là. Pareil, quand on recouvre, il va y avoir la distance aussi des volcans par rapport à votre île de départ. Bien sûr, d'ailleurs, l'île de départ qu'on n'a pas mise. Hein. Ouais, moi je l'avais mise à la base. Je sais pas où je l'ai mise, mais en tout cas je l'ai recouverte. Voilà, île de départ qui est là, parce que vous prenez vos volcans et vous allez regarder. Donc ici, le volcan se trouve à 4. Donc vous avez 4 points. Ici, le volcan se trouve à 3. Allez, à 3. 4 et 3, 7 points sur les volcans. Si j'ai choisi le scoring des volcans à ce moment-là, je marquerai 7 points. Et pareil, ça, les symboles-là, c'est plus vous en avez de différents. Vous regardez là, j'en ai 1, 2, 3, 4. 4 différents, 7 points. Donc vous allez choisir les différents symboles et ce dont vous pensez vraiment scorer le plus. Les cartes destin sont très simples à comprendre. Vous allez pouvoir, il y en aura, si on joue à 2, il y en aura 3, toujours une de plus que le nombre de joueurs. Vous allez pouvoir les acheter à votre tour de jeu et elles sont très simples à comprendre. C'est en fin de partie. Si vous êtes celui qui a le plus de noix de coco, vous marquez 4 points, sinon vous perdez 3 points. Si vous avez la plus grande plage, vous marquez 6 points, sinon vous en perdez 4. Si vous avez le plus de symboles différents, vous marquez 6 points, blablabla. Exactement. Et donc, il y a ce côté-là. Et vous avez les voyageurs. Là, je ne rentre pas trop en détail parce que, en fait, les voyageurs vous permettent de rajouter des symboles et vous faire scorer des choses. Donc, il y a un côté asymétrique avec ces voyageurs qui se jouent face cachée. Et vous allez pouvoir révéler durant la partie en disant « je vais rajouter mon voyageur ». Et blabla, hop, je vais pouvoir scorer en plus. Donc, il y a... moi, je le mettrais presque dans les jeux casse-tête parce que... C'est clairement un jeu casse-tête. Il faut se casser la tête pour réussir à faire son... C'est surtout selon où est-ce que tu le poses. En fait, moi, c'est pareil. Première question que je fais avec, je fais... Mais attends, parce qu'une fois que c'est placé, c'est placé. Et après, t'es dans la muse. C'est ça. Parce que du coup, il faut que tu arrives à recouvrir un symbole tout en ne recouvrant pas celui qui t'intéresse, etc. Et j'étais là en mode... Comment je vais réussir à placer ça? Et en fait, c'est déjà le premier principe du jeu, c'est comment tu réussis à placer tes cartes. Tout à fait. Donc, voilà pour Motu. Il vient de sortir la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises. Il est sorti chez Ghost Dog. Petit prix aussi, moins de 20 €, je crois 18,90 si je ne me trompe pas. Je crois que j'ai vu ça dans la commande. Voilà, un jeu ici qu'on aime bien sortir quand on veut se retourner le cerveau parce que, comme on dit, on a tout le temps envie d'optimiser au mieux son île pour scorer. Et je trouve que ta phrase est parfaite. C'est vraiment choisir, c'est renoncer. Sur ce jeu, voilà, pour le coup, c'est une je bonne pense preuve. qu'on aurait pu la mettre en tagline direct. Choisir, c'est renoncer. Dans Motu, vous devez renoncer des fois à scorer de telle façon. Et voilà. Donc voilà pour Motu. Un jeu bien sympa. On peut enchaîner. Oui, exactement. Prochain. Quand on dit que choisir, c'est renoncer, ça marche aussi pour le jeu qui arrive là maintenant tout de suite. Ah oui. Je vois quelle transition. The Great Split. The Great Split, vous allez choisir... Et renoncer. Vous allez... vous êtes en fait vous faites partie de la haute. Je n'osais pas le dire, mais je vais le dire. Vous faites partie de la haute. Et vous allez réussir ou non à marquer un maximum de points.
Comment ça fonctionne? Ça fonctionne déjà, je suis obligée de vous le sortir parce que moi je trouve le matériel magnifique. Oh, il est tellement beau. Vous allez avoir différents... Alors attends. On peut y jouer de 2 et jusqu'à 7 joueurs. Ah, ça, Comme c'est en simultané, oui, ça, c'est... on y joue pendant 45 minutes en général. Oui. À partir de 8 ans. C'est un jeu de Almar Har et Lorenzo Silva, illustré par Weberson Santiago. Oui. On reconnaît bien sa patte. Quoique pour une fois, sa patte n'est pas trop horrifique. Bah en fait, oui, elle n'est pas horrifique, mais c'est vrai que vous verrez, cet après-midi, on jouera à un autre jeu qui est illustré par Weberson Santiago, et vous verrez, il a vraiment son style bien à lui. Exactement. Ouais, sur celui-là, je sais, Corneille, on t'a vu l'influencer, mais Zeb aussi, et qu'est-ce qu'il est bien, et qu'est-ce qu'il est beau. Ouh, j'ai cru voir la tasse voler. Ah non, la tasse, elle peut pas voler. Alors, comment ça se joue? Dis-nous tout. Tiens, alors, nous allons avoir des cartes et nous allons avoir nos petits pochons. C'est-à-dire que Alex et moi, nous sommes en train de discuter et de se dire « Oh, mais très cher, voyez-vous, moi j'ai beaucoup d'argent. Je veux faire un échange avec vous. Auriez-vous un petit peu de statues à me donner ou de pierres précieuses peut-être ?» Je fais bien hein, la personne très aisée. Attends, je cherche juste à aller dans le bout du truc. Tiens, t'as ton pochon, j'ai mon pochon. Nous avons notre petite piste. Ça, c'est le split, c'est vraiment le truc du jeu. Nous avons notre petite piste parce que comment on va faire pour avoir un maximum de points? On va avoir des points sur une piste de lecture finalement, sur les statues, sur les pierres précieuses, sur les pièces, mais surtout un multiplicateur qui viendra en fin de partie pour avoir un maximum de points. Parce qu'il y a deux scoring, deux façons de scoring. Non, deux moments de scoring. Deux moments de Il va y avoir en cours de partie. Ah, attends, on voit plus. En cours de partie. Il va y avoir en cours de partie, à la fin de la partie. Je les ai pas, ils sont dans ce paquet et j'ai la flemme de les sortir, donc désolé. Vous allez avoir des cartes de niveau 1, des cartes de niveau 2 et des cartes de niveau 3. Tiens, tu peux en prendre un petit peu, s'il te plaît? T'en prends 6, j'ai un doute. Quand vous allez prendre vos cartes, vas-y. Je crois que c'est 5 la première manche. Oui, bah oui, c'est marqué dessus. 5 la première manche, allez, j'en ai 5. Donc, 5. Vous avez vos cartes. Vos cartes, elles ont différentes ressources dessus. Ces ressources-là, vous voulez les avancer sur votre piste. Donc, vous allez prendre votre petit pochon et vous allez vous dire « Oh, ben moi, j'aimerais bien avoir des points. » D'ailleurs, on a commencé normalement avec déjà des pistes d'avancée. Oui, bien sûr. Donc, moi, j'aimerais bien avoir des points sur autre chose que les livres parce que les livres, par exemple, j'en ai déjà 3. Mais en même temps, j'ai également une piste qui va être de pierres précieuses, j'aimerais bien le faire. Donc je vais choisir déjà, toute première chose, je vais choisir le split. Je vais mettre d'un côté des choses qui intéressent mon adversaire, des choses qui m'intéressent, et je vais espérer qu'il prenne ce qu'il a besoin et qu'il me laisse, que moi j'ai besoin. Je me retrouve devant ce choix cornélien. Qu'est-ce qu'elle m'a laissé? Donc à mon tour de jeu, soit je vais pouvoir garder ces deux-là, parce qu'elle a mis sa carte split, soit ces trois-là. À ce moment-là de la partie, je vais plutôt choisir d'augmenter assez vite. Je vais garder ces 3 cartes et je vais lui rendre les 2 autres. Elle va faire de même, elle va choisir. Je te laisse choisir tes cartes. Ouais, je voulais vérifier un truc. Hop. Et elle va me rendre mon pochon. Je cherche... Ah, ils sont là-dedans. Moi, je vais choisir... Ah, c'est intéressant là-dedans, dis donc. Je vais choisir ceci et je te rends ton pochon. Avec ta carte split, bien sûr, parce que tu vas en avoir besoin. Et donc, on récupère notre pochon. Il est où le mien? Et là, je vais pouvoir... Je te l'ai donné. Il est là. Tu viens de le ranger. Et là, à ce moment-là de la partie, je vais pouvoir progresser donc sur une des pistes de mon choix ici. Donc vous avez les petits jetons qui vous permettent de progresser. Donc là, par exemple, je ferai ça. Je ne sais pas si j'ai les bons jetons par contre. Si, je peux progresser ici. Je peux progresser ici. Je peux progresser... Sur la pièce de ton choix. En fait, c'est normalement ceux-là que tu mets. Ah oui, pardon, c'est les grilles, pardon. Je peux progresser ici. Là, je suis comme ça. Oui, c'est un pochon chez nous. Oui. Une poche. Ou une poche. Et ici, hop, je peux progresser là. Et donc, j'aime beaucoup ce que disait Zeb, je crois. C'est un jeu... c'est comme un jeu à cocher, en fait. C'est comme un jeu à cocher. C'est clairement un sachet, un sac, un portefeuille, tout ce que vous voulez. C'est votre portefeuille, voilà. Mais c'est pas grave, c'est un petit pochon. C'est mignon, un petit pochon, parce que ça se referme, tout simplement. Et là, donc, vous allez
tout au long de la partie, progresser sur ces pistes et vous allez faire des combos. Parce que c'est ça, ce qu'on vous a pas dit, The Great Split, c'est un jeu de combos. Plus vous allez progresser sur les pistes et plus vous allez comboter. Par exemple, j'arrive ici. Je peux... Enfin non, allez, plutôt là, c'est plutôt plus clair ici. J'arrive ici, j'augmente de 1. Oh, un livre qui me fait augmenter ici. Trop bien. J'arrive ici, ah, j'augmente là, qui me permet d'augmenter là. J'arrive ici, ah, ça me permet d'augmenter là. Trop bien, j'ai pu faire du combo. Ma piste préférée, du coup, par rapport à ce que tu es en train de dire, c'est quand même la piste des pièces, parce que tu vas pouvoir avancer de 2. Et c'est quand même un petit peu satisfaisant, ce côté de j'avance tel endroit, ça me fait avancer tel endroit, je peux du coup aller avancer là-haut. Et le but, c'est de réussir à avoir un maximum de points. Donc j'ai mis en place, pendant qu'Alex était en train de discuter, j'ai mis en place le... pas du tout mon truc, ce truc-là. Le scoring pendant la manche. En milieu de manche, vous allez avoir ces choses-là qui vont avancer. C'est le cours de l'art au niveau des œuvres et des statues. Vous allez avancer, donc là, imagine, nous allons avancer de 1, ici nous allons avancer de 3, ici nous allons avancer de 2. 1, 2. Ce qui veut dire que si tu as moins de 6, tu auras... sur la piste ici. Exactement, tu auras 6 étoiles, mais si tu as moins de 2, tu n'auras 0 point de victoire. C'est ça. Parce que là, nous sommes en train de scorer selon, du coup, le cours de l'art de ce que j'appellerais les statues. Et vous allez également scorer sur les pierres précieuses. Les pierres précieuses, c'est des pistes doubles, mais c'est des pistes qui sont un petit peu à ne pas oublier. Parce que c'est la piste la plus faible qui score. Exactement. Et tu fais x2 cette piste-là. Oui. Donc tu vas avoir un certain nombre de points et le but c'est de commencer à les avancer l'une après les autres et non pas avancer le bleu beaucoup et avancer le vert un peu moins parce que du coup tu n'arriveras pas à avoir tes points. Et vraiment le côté j'avance, je choisis, j'espère que mon adversaire va me rendre ce truc, ça se joue forcément en simultané parce que Aria, tu choisis la phase de choix. Une fois que tout le monde a choisi, tu passes à ta gauche, donc tu reçois de ton voisin de droite, et tu repasses ce que tu n'as pas pris à celui qui te l'a rendu, à celui qui te l'a donné, pardon. Alors, et juste durant la partie, durant la partie, vous jouerez toujours avec les mêmes voisins. C'est-à-dire que vous passerez, je sais jamais, à votre gauche et vous recevrez de votre droite, ou l'inverse, excusez-moi, mais ça sera comme ça tout au long de la partie. C'est-à-dire que vous n'allez pas échanger ensuite avec le voisin en face ou quoi. C'est toujours vos voisins directs. Et ça marchera tout au long de la partie. Et vous verrez que les ressources vont tourner dans le jeu. Et c'est ça qui est plutôt cool, parce que sur le premier niveau, vous avez qu'un certain niveau de ressources, mais après, les cartes, elles commencent à être un peu plus pétées. Et donc, les choix deviennent de plus en plus difficiles. Vous voyez, au niveau 2, il commence à y avoir deux ressources par carte. Un peu plus de ressources sur les cartes. Au niveau... il est là, pardon. Au niveau 3, 3 ressources par carte. Et là, vous pouvez arriver à des moments où vous avez encore des ressources, une dans votre portefeuille et des ressources 3 qui se battent en duel. Et là, vous êtes devant un choix entre dire comment je peux faire pour garder cette ressource 3 et qu'ils ne me la prennent pas. Bah, tu fais en sorte de te le laisser. Donc, je vais lui mettre peut-être 3 ressources de 1 d'un côté et 4 ressources... Enfin, je vais essayer d'équilibrer pour que j'ai un choix à faire. Mon voisin a un choix à faire. Et c'est ça ce qui est vraiment très chouette dans The Great Split, c'est que vous êtes tout le temps confronté à un choix. Le choix de ce que vous voudriez bien garder et le choix de dire à votre voisin, je veux pas qu'il garde ça. Clairement, regardez les plateaux de vos adversaires quand vous choisissez. Parce que des fois, même quand vous avez fait le choix dans votre split, selon ce que vous allez récupérer, vous pouvez également bloquer votre adversaire comme ça. Vous aurez fait un tour où vous n'aurez pas avancé de masse sur la piste que vous voulez. Par contre, lui, il n'aura pas du tout progressé sur la piste où il voulait progresser. Et en effet, on le redit, c'est un jeu, peu importe le nombre de joueurs, vous serez sur la même durée de partie. Ça. Parce que vous jouez en simultané et il n'y a pas de rallonge. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'une partie en appelle une autre. Ah, pardon pour mon micro, bizarre. Je ne l'ai pas bougé pourtant. Et ce qui est intéressant, j'ai plus de micro. Il est parti. Ah oui, c'est éteint. Merci. Je rallume. Plus de batterie. C'est bon. Bon non, il s'est éteint comme ça. Merci pour le micro. Ouais. Hop, il est parti. Pardon. J'ai pas mis au bon endroit le... Pardon. Excusez-moi. Je sais pas pourquoi il s'est éteint, ça nous est arrivé aussi. Oui, la dernière fois, c'est ça. Je vais juste repasser par là, ce sera plus simple. Pardon. Et hop, je vais prendre plutôt ça.
Et donc, ce que je disais, ouais, en fait, la Ça ne durée de rallonge pas partie le temps. sera tout le temps la même, peu importe le nombre de joueurs que vous êtes. Et pouvoir aller jusqu'à 7, c'est vraiment très cool autour d'une table. Et également, ce qui est vraiment très cool, c'est que la mécanique de base est simple. C'est-à-dire, tout le monde sait séparer. C'est je choisis, je prends. C'est ce que je garde et ce que je donne. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment très chouette. À 2, il tourne tout aussi bien qu'à 3, qu'à 4, qu'à 5, qu'à 6, qu'à 7. Parce que vous avez toujours ce choix à faire. Et c'est ça qui est vraiment méga chouette. Donc nous, Great Split, je pense vraiment qu'il fait partie des meilleurs jeux sortis en 2023. Vraiment. Après, on peut ne pas accrocher à l'ADA, ce que je peux entendre, parce que les plateaux sont assez froids, c'est vrai. Mais le matos est de qualité. Moi, j'adore l'ADA. Mais je pense qu'il fait partie de ces meilleurs jeux de 2023. Parce qu'une mécanique accessible, mais qui a En fait, ce côté très grosse... se joue simultanément comme ça et avec cette puissance de jeu, moi, je valide. Ah ouais, complètement. Donc, vraiment, un très bon choix, The Great Split. Pareil, je crois qu'il n'est pas hyper cher. Une J'ai trentaine pas vu d'euros, le prix. Je veux bien la commande. À chaque fois, elle pop en début et je ne la lis pas. Donc, je suis désolé. Je veux bien la commande, s'il vous plaît. Ce que j'avais retenu à Cannes après avoir 39,90, voilà. Par rapport au matos, franchement, vous avez des plateaux double couche, enfin non, vraiment très chouette. Et puis surtout, 7 joueurs pour 40 balles. Moi, je trouve qu'on est bien. 40 balles. Vraiment. Et le meeple vert qui ajoute carrément dans mon top 3 de l'année. Je suis vraiment d'accord et je pense qu'il y en a plusieurs dans le chat qui ont joué. En fait, c'est clairement le genre de jeu. Justement, appuyer ce qu'on dit, hein, clairement. Hein. Il faut y jouer pour comprendre. Oui. Il faut y jouer pour avoir ce... Ah ouais, il est trop bien. Ouais, cette petite satisfaction pendant que tu es en train de jouer. Du coup, tu es là en mode... Clairement. Donc voilà pour The Great Split. En tout cas, c'était une belle découverte de cette année. À Noël, vous êtes nombreux. Voilà. Ouais, mais c'est vrai. Et puis vous avez le côté très satisfaisant quand vous arrivez à faire vos combos. Parce que certes, vous jouez pour être le premier, celui qui a le plus de points sur cette piste de victoire, mais en même temps, vous êtes là en mode j'essaie de faire les plus beaux combos et de progresser le mieux. Donc vous jouez vraiment pour vous d'abord avant de jouer contre les autres. Exactement. Et ça, c'est clairement ça. Chouette. Parce qu'il n'y a pas l'interaction. C'est le partage en fait. On dit choisir, c'est renoncer, mais c'est le partage. Ouais, complètement. Donc, sans partage, tu n'as pas ce jeu. Donc voilà pour The Great Split. On a essayé d'investiguer ensuite. On a essayé de le faire tous ensemble. Parce qu'il a fallu qu'on croise nos informations. On a joué beaucoup de jeux ensemble, avec pas mal de joueurs en ce moment. Ouais, c'est vrai. On n'a pas beaucoup joué à deux, pour le coup. Oui, c'est vrai. Oui. Et on a joué à Perspective. Perspective, c'est un jeu de Dave Neal et Matthew Dunstan. Que vous connaissez peut-être pour... Si tu te souviens, attention. Dave Neal, Les Animaux de Baker Street. Bien vu. Et Matthew Dunstan. Je sais pas. Je sais qu'il a fait beaucoup de jeux ces derniers temps. J'essaye de savoir, mais je me souviens plus. Vas-y. Je ne l'ai pas, désolé. Ça se joue de 2 jusqu'à 6 joueurs à partir de 12 ans et les parties durent environ 90 minutes. C'est sorti chez Spaceco. C'est sorti chez Spaceco la semaine dernière, je crois d'ailleurs. Ce jeu, il a une particularité. Si vous connaissez Enquête Express, vous allez vite comprendre. Parce qu'en fait, nous allons avoir différents chapitres. Là, en l'occurrence, nous avons joué le scénario d'initiation. Sur la boîte, on va pouvoir vous le montrer, regarde. Ah oui. Quand j'aurai réussi à l'ouvrir. Vous allez avoir différentes choses sur la boîte qui vont... Je vais essayer de vous montrer comme ça. Là, par exemple, il y a un joueur qui va voir ce côté-là, un autre joueur qui va voir ce côté-ci, un autre joueur qui va voir ce côté-là, et un autre joueur qui va voir ce côté-là. Ça, c'est si vous jouez à 4 joueurs, hein, bien sûr. Oui, et ça, c'est vraiment le scénario pour vous expliquer les règles de Perspective. C'est pour montrer comment ça fonctionne. On va juste vous montrer après. Bon, nous, on en est à l'affaire 2. Bon, après, vous avez des paquets comme ça, avec énormément de matos, énormément de choses à regarder. C'est l'avantage aussi. C'est chapitré, ouais. C'est qu'on va découvrir les choses au fur et à mesure qu'on est en train de jouer. Donc là, par exemple, on peut vous donner vraiment le début, c'est ce qui est plutôt cool. Donc là, on parle d'une célèbre antiquaire qui propose régulièrement des visites dans sa demeure pour faire découvrir au public des pièces rares de sa collection. Il exposait un œuf de Fabergé, de grande valeur dans la bibliothèque à l'étage de sa maison. Mais il vient d'être volé.
À 18h, alors que Robert regardait tranquillement le journal télévisé, son système de vidéosurveillance et son alarme ont été piratés à son insu pendant 30 minutes. Robert en est sûr, celui qui a fait le coup en a profité que sa demeure était ouverte au public pour rester caché dans le jardin avant de dérober l'œuf. Vous récupérez les images des caméras de sécurité avant et après le piratage, regardez-les et discutez de ce que chacun voit pour répondre ensemble à « Comment le voleur a-t-il dérobé l'œuf ? Par où s'est-il échappé et pourquoi a-t-il décidé de filer par là ?» Donc là, en l'occurrence, sur la boîte, vous allez avoir ceux qui voient le avant et ceux qui voient le après. Et vous allez essayer de mettre en commun ce que vous voyez, les choses qui, du coup, vous paraissent bizarres par rapport à ce que vous avez repéré ou non sur la boîte. Et essayer de comprendre ce qui s'est passé, à quel moment ça a pu se passer, comment ça a pu se passer. On va pas pouvoir faire l'enquête avec vous parce que c'est compliqué puisqu'on doit tourner. Mais par exemple, quelqu'un qui a... Parce que quand vous jouez qu'à deux, vous regardez de côté. Deux angles, ouais. Donc là, par exemple, on le fait chez moi. Vas-y, regardez. Hop, on va le faire chez moi. Alors, ici, il est 17h59. Qu'est-ce qu'on voit? On prend, on regarde. Tu vois qu'il y a 2 balcons. L'œuf, il est toujours là, à 17h59. Donc tu te dis que tu es à l'étage. On regarde, tout va bien. Essayez de mémoriser un petit peu. Donc, vous parlez avec les autres joueurs. Vous dites, ok, je vois un balcon. Je vois l'œuf, il est toujours dans la vitrine. Ok, blabla, je vois tout ça. Ok, pas de souci. Mon autre côté. Ok, 18h31, donc il y a déjà eu le vol. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici c'est ouvert. C'est plus sur la même façade. Et c'est ça aussi qu'il faut qu'on se dise. C'est que, attends, moi je vois ça, mais attends, je vois pas les balcons. Ce que je voyais, c'était sûrement le balcon. Donc là, je vois qu'il y a un râteau, une pelle. Ok, je vois que là, ça a été l'air d'être marché un petit peu. Je vois qu'il y a le journal télévisé. Ah, tiens, je vois une fenêtre ouverte, un parapluie, un arbre. Ok. Pendant ce temps, Marion, de son côté, elle me dit « Ah ben moi, à 17h59, qu'est-ce que je voyais ?» Donc, toi, tu voyais, Alex, tu voyais à 18h31. Mais moi, à 17h59, je vois qu'il y avait une pelle, un marteau et un râteau. Ah, mais tu m'as pas parlé du marteau. Toi, tu n'avais pas le marteau. Donc, il a dû utiliser le marteau. Mais à quoi il a servi ce marteau? Et puis, tu m'as pas dit qu'il y avait aussi des fleurs écrasées en bas de l'échelle? Ah bah, il a dû se passer quelque chose avec cette échelle. Ok, et tu m'as pas parlé que cette fenêtre était ouverte? Ah bah sûrement. Et le parapluie? On parlait pas d'un parapluie? Pourquoi là il est dans le seau? Donc on parle, ok, on discute, on se dit, ben voilà les différences, on joue au jeu des 7 différences entre les lieux. Et là, Marion me dit, à 18h31, qu'est-ce qu'on voit sur les balcons? Je vois que ça a été pété, que l'œuf est plus là. Je vois des traces de pas ici. Je vois, une trace de pas sur la rambarde. Donc je me dis, je vois une lampe défoncée. Donc il a dû faire un truc comme ça. Moi je savais pas, et ça nous a perturbés. C'est pour moi la lampe était ok en fait ici, parce que la lampe elle était dans le sens là, peu importe en fait. Et donc vous regardez, vous essayez de remettre les choses dans l'ordre, essayez de recréer une chronologie pour pouvoir répondre à comment le voleur a-t-il dérobé l'œuf, par où s'est-il échappé, pourquoi a-t-il décidé de passer par là. Et de fil en aiguille, vous allez reconstituer la chose, vous allez lire la solution. Après, vous avez une deuxième enquête pour savoir, la deuxième enquête de la démo, et là je la ferai pas, comme ça vous avez aussi le... oui. Vous avez l'acte 2 qui est ici, pardon. De trouver qui est le voleur. Et là, vous devez nous dire... Non, par rapport à la boîte là. Oui, pardon. Vous devez dire qui est le voleur sur tout ça. Voilà. Vous êtes là en mode, qui a fait le casse et pourquoi? Et donc, vous devez retrouver. Et ça, c'est juste pour le principe de base. C'est pour comprendre, en fait, qu'il va falloir absolument tous se parler ensemble, tout simplement. Ça, on vous parle, donc, c'est un jeu de communication, clairement. Et ce qui est intéressant, je vous montre le matos parce qu'il n'y aura aucun spoil à vous montrer le matos et ça ne va pas vous spoiler parce que vous ne saurez rien, en vrai, clairement. Non, puis c'est surtout que tu vas pas les retourner, donc... ouais. Vous commencez quand vous avez une enquête et là, donc, vous avez le principe du jeu et après, vous avez une enquête. Et vous avez des cartes comme ça. Comment ça fonctionne, par contre, pour le selon le nombre de joueurs. Là, selon le nombre de joueurs, vous allez distribuer des cartes autour de la table. J'en dévoile qu'une, ça ne va pas être un spoil. Et vous vous retrouvez avec des cartes de ce type. Musée de New Delhi, certificat d'acquisition, et vous allez donc chacun dire « Ah, moi j'ai un certificat d'acquisition d'un vendeur au musée d'Abad, date d'achat 18 mai 2008. » L'autre joueur va dire « moi j'ai peut-être une photo qui montre ci, qui montre ça. Moi j'ai ça, j'ai un plan, moi j'ai une vision de la caméra. » Vous allez parler, discuter, essayer de remonter le truc. Et vous allez devoir répondre à cette question. Quel jour le faux a-t-il été changé contre le véritable Nagaraja?
Et de fil en aiguille, pareil, vous allez donc échanger. Et ben voilà. En fait, c'est vraiment ça. C'est toutes les informations sont bonnes à prendre, mais comment vous arrivez à vous mettre d'accord sur ces informations? À quel moment vous vous dites cette information-là correspond avec ce que moi j'ai? Parce qu'on explique ce qu'on voit. Mais ça ne veut pas dire que on a la bonne formulation dans ce qu'on voit. Par exemple, je ne peux pas donner d'exemple propre à ça. Je vais vous dire... truc con, parce que nous sommes normalement en train de déjeuner ce matin. J'ai devant moi un croissant au chocolat, qui n'est donc pas un pain au chocolat, mais d'autres diront chocolatine, etc. etc. Et le but, c'est de réussir à faire correspondre un indice avec un autre, tout en se faisant parler, tout en parlant. Et c'est vraiment très très cool. Et c'est ça qui est vraiment chouette, c'est le côté partage, le côté coopératif finalement de je suis obligée d'écouter ce que les autres disent et que les autres m'écoutent pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne. C'est ça. Et on a passé une bonne heure de jeu sur la première, peut-être même un peu plus, parce que la résolution en plusieurs actes est vraiment très chouette. C'est-à-dire que vous pourrez progresser d'acte en acte si vous ne voulez pas faire une grosse session. Vous pourrez vous arrêter et puis dire on reprend à l'acte 2 et on reprend les choses. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un côté narratif, c'est-à-dire que vous allez raconter vraiment toute une histoire. C'est-à-dire à la fin de l'acte, vous allez savoir une chose, à la fin du deuxième acte, d'autres choses, à la fin du troisième acte, encore autre chose, et à la fin du quatrième, vous allez devoir mettre en commun tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant pour répondre à une autre question. Et ça, qu'est-ce que c'est chouette. Et c'était une vraie belle découverte, ce perspective, parce que nous, on avait peur qu'il se rapproche peut-être trop de Enquête Express, et finalement on l'a trouvé quand même différent, peut-être plus adulte, je dirais. Oui, peut-être plus adulte. Parce que celui-là, il y a vraiment plus... C'est pas, voilà, j'ai lu ça à tel endroit. C'est, il faut absolument que tu sois vigilant à tout ce qu'il y a, parce que le moindre petit détail pourra te dire ah, il y avait ça sur ma carte, et donc du coup, ça veut dire ça, etc. etc. Et clairement, en fait, là dans le chat, vous êtes en train de dire il n'y a pas de meneur, il faut s'écouter pour avancer. Clairement. Il y a pas mal d'interprétations, oui, selon ce que toi tu vois et ce que tu ne sais pas encore que les autres voient également. Et sur la boîte, c'est tout simplement marqué un jeu d'enquête à information partagée, échanger pour trouver ensemble la clé de l'énigme. Oui, parce que sans ça, tu ne peux pas jouer. Si tu n'écoutes pas les autres, tu perds, vraiment, parce qu'ils ont accès à des infos. Il y a des trucs que tu vois et toi, ce que tu vois n'est pas ta vérité, n'est pas une vérité absolue en fait. Et c'est ça, le truc cool dans donc là, nous, on a hâte de faire les 2 prochains. Mais on attend les personnes avec qui nous étions en train de jouer pour pouvoir le faire, tout simplement. Je pense que voilà, semaine pro, ça va être fait. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, pour perspective, je sais pas, j'ai pas dit le prix, j'ai pas fait attention. Mais, trentaine d'euros, je crois aussi, 30 ou 40. J'ai pas fait attention, mais... c'est un peu comme Enquête Express sans le timer, mais je dirais plus compliqué pour moi, réservé à un public un petit peu plus adulte, je dirais aussi. Voilà, une trentaine d'euros, voilà, 32 euros, et comme dit, 90 minutes, c'est par enquête presque. C'est par enquête. C'est presque par enquête, il y en a 3 dans la boîte, donc voilà, vous avez aussi encore une fois... pour le coup, vraiment, donc voilà. Un bon coup de cœur. Let's go, la suite. On s'est un peu reposé. Oui. Et on a taillé du bonsaï. Oui, on a taillé des petits bonsaïs. On a essayé de faire des plus ou moins jolis bonsaïs pour avoir un maximum de points. Bonsaï, c'est un jeu qui est sorti chez Gigamic. À partir de 10 ans, on peut y jouer en solo et jusqu'à 4 joueurs et les parties durent environ 40 minutes. C'est un jeu de Davod Mogadami. Je sais pas pourquoi je bug comme ça. Illustré par Rosaria Battiato, Massimo Borzi et Martino Chiachira. Voilà, c'était pour le petit... je vous ai emmené loin en donnant ces noms. Bonsaï, du coup, c'est un jeu dans lequel nous allons avoir différentes cartes pour pouvoir créer notre bonsaï. Nous allons avoir notre pot de bonsaï et nous allons du coup pouvoir aller chercher du bois pour faire le tronc, des feuilles pour faire les feuilles. Il y aura également des fleurs et des fruits. Exactement. Et des fruits pour faire Sauf des fruits. que, ça va, t'as fini. Il se moque là. Vous allez avoir sur cette piste-là. J'ai vraiment envie d'en faire une partie en live dessus là, tellement que j'ai beaucoup aimé. On peut. Vous allez avoir sur cette piste du coup des cartes. Un petit pot. Qui vont vous permettre d'aller soit récupérer des bonus dans ce style,
celui-ci. Je vais les mettre tous comme ça au moins. Hop, donc ils n'y seront pas tous parce qu'il y a également ceux-là, mais on va en parler. Donc vous allez choisir la carte que vous allez récupérer. Vous allez choisir la carte que vous allez récupérer sur ces espaces. Sur ces espaces, il y a soit rien en bonus, soit un bonus parmi du bois ou une feuille, soit bois et fleurs, soit feuilles et fruits. Sachant que quand vous prenez votre carte, vous allez du coup récupérer l'une de ces choses et également ce qui est noté sur votre carte. Là, en l'occurrence, si je prends le sage, je vais récupérer feuilles, fruits, bois, feuilles. Sauf que moi, j'ai cette petite chose-là d'indication qui me dit que je ne peux pas avoir plus que 5 ressources. Donc pour le moment, j'en ai 4, c'est bien, tant mieux. Sauf qu'on commence avec des ressources de départ, donc je vais peut-être pas aller en chercher autant. Mais je vais d'abord aller les poser. En fait, au choix, soit vous récupérez, soit vous posez. Et quand vous posez du coup votre bonsaï, vous allez mettre du bois, vous allez mettre des feuilles. Sachant que, pareil, quand vous les posez, il y a un côté tellement satisfaisant. C'est marqué là, j'ai besoin de ça. Pour poser une feuille, une fleur, pour avoir des points, il faudra que tout autour, les espaces soient vides. Donc vous pouvez poser quelque chose à côté, mais ça vous bloquera un point. Là où les fruits, ils veulent absolument qu'il n'y ait pas d'autres fruits côte à côte, sinon vous n'aurez pas de points. Pour chaque fruit, vous aurez 7 points. Pour chaque fleur, vous aurez 1 point par espace vide. Pour chaque feuille, vous aurez 3 points et vous n'avez pas de points sur les troncs. Il y a des règles de pose, bien sûr. Vous allez pouvoir faire des choses comme ça. Il est clairement pas long, non. Et c'est même pas assez long parce que tu as vraiment envie de le faire encore plus beau, ton bonsaï. C'est ça. Donc là, vous allez poser à votre tour de jeu, comme on a dit, vous récupérez soit des tuiles, soit vous posez des tuiles. Donc là, par exemple, hop, moi je continue, je fais le petit bonsaï parce que c'est tellement beau. Donc là, tu as mis quand même beaucoup de bois, mais d'accord. Quand vous êtes en train de poser, vous avez des principes également de pose. On le voit, c'est que sur la feuille, vous êtes obligé qu'ils correspondent à au moins un côté de bois. La fleur, vous êtes obligé qu'il y ait au moins une feuille à côté. Et le but, du coup, c'est de réussir à faire des points selon la fin de la partie, selon ce que vous avez. Mais également, en cours de partie, vous allez récupérer des petits bonus là. Par exemple, si vous avez réussi à avoir 5 feuilles et vous dites « je m'arrête là », je vais prendre 6 points. Si j'essaye d'en avoir 7, je peux prendre 9 points. Si j'en ai 9 et que je suis la première, encore une fois, à le prendre, j'en aurai 12. Donc, il y a un petit principe de course sur ces objectifs-là, mais également sur comment vous allez mettre votre bonsaï. Sachant que, je le disais, soit vous prenez des cartes qui vont vous permettre de... Ah non, lui, il pose et lui, il prend. Non. Lui, il prend et lui, il pose. C'est ça. Sachant que là, vous allez pouvoir augmenter votre capacité et donc vous dire, je peux mettre jusqu'à cette ressource ou plus selon ce que vous avez. Et ici, vous allez, quand vous les posez, pouvoir en poser plus de différentes variétés, de différentes couleurs du coup. Donc il y a un côté où on doit optimiser sa façon de poser et son stockage. Et il y a un côté aussi faire un truc joli. Et il y a un côté à quel moment je vais chercher les tuiles. Et c'est trop beau en fait. Et c'est vraiment un jeu très zen. On se tire pas dans les pattes. Vraiment, ça dépend qui prend quoi. Oui, ça dépend qui prend quoi. Mais on est vraiment plus sur un jeu où on essaie de faire un petit bonsaï le plus sympa possible et d'optimiser un maximum pour faire le meilleur score perso. Moi, je le joue pas trop compétitif ce jeu. Voilà, on est sur une quarantaine d'euros pour environ 60 minutes de partie. Je trouve que même c'est souvent moins, je dirais. À 4 joueurs, ça va très rapidement parce que la pioche s'épuise beaucoup très vite. Ouais, tout à fait. À 2, c'est plus long. Voilà. Moi, je trouve qu'on se tire pas dans les pattes, perso. Moi, je trouve qu'on se tire pas dans les pattes dans ce jeu. Marion m'a maudit sur les parties qu'on a fait parce que à chaque fois, on allait prendre les tuiles, la carte dont elle avait besoin. Mais on le faisait pas parce qu'elle en avait besoin, on le faisait parce qu'on en avait besoin. J'ai eu cette impression en jouant la dernière. C'était peut-être que sur cette partie-là, je sais pas. Je ne prenais pas ça pour acquis. J'ai eu cette impression de prendre les restes à chaque fois. À chaque fois, je voulais un truc et je pouvais pas. J'ai pas réussi à avoir des cartes pour pouvoir avoir plus. J'ai pas réussi à avoir de cartes pour pouvoir poser plus. Donc en gros, c'est je prenais, je posais, je prenais, je posais, je prenais, je posais.
En termes de points, j'étais pas si à la masse que ça. Si, j'étais à la masse, du coup. Et voilà. J'ai eu cette impression-là. Après, il n'y a pas rejoué à 4. Est-ce que c'est valable tout le temps quand on joue à 4? Je sais pas. Toujours est-il que sur cette partie-là, je l'ai un petit peu subi. Oui, je peux comprendre. Mais c'était pas du on se tire dans les pattes, non, vous l'avez pris non, parce que Marion le voulait. Non, c'est vous le preniez parce que vous le vouliez, tout simplement. Et en même temps, les deux personnes qui prenaient ces trucs qui m'intéressaient ont tous les deux fait un 66 points, là où moi j'étais à 53. Et celle qui s'en est le plus sortie a gagné à 73 points. Tu vois, Brenda est assez d'accord avec toi sur tout ce qu'on dit. Quand on est à 4-10 minutes par joueur environ, chez elle, tu vois, et à 4, on peut effectivement subir, tu vois, t'es pas là. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation de, je prends... parce qu'en fait, la piste est tout le temps rechargée, hein, je suis d'accord. Sauf que toi, à un moment donné, avec ce que tu as et ce que tu peux faire, je ne peux pas récupérer plus parce que mon pot, il est blindé, donc je vais être obligée de poser. Et quand je pose, j'ai intérêt à avoir pris des trucs intéressants parce que si j'ai que du bois et un fruit, mon fruit, je pourrais jamais le poser. C'est pas faux. Donc c'était vraiment... il était plutôt joli, mon arbre. Mais en termes de points, pas plus que ça. On enchaîne pour le dernier. Et je vais pas l'amener sur des roues, non. Je vais l'amener sur des rails. Sur des rails. Oh punaise. Oh là là. Allez, te brise pas le dos. Il est un peu lourd. Oh, ça c'était le truc à pas faire, je crois. On était en cours de partie sur les aventuriers du Rail Legacy. C'était notre dernière, on l'avait pas encore fini. Si vous n'aviez pas entendu, c'est les wagons qui viennent de se casser la tête dans le truc. Voilà. Donc je vais le poser gentiment, délicatement, avant que tout ne se... Je suis pas sûre que ça ait vraiment beaucoup bougé. Donc les aventuriers du rail, dans sa version Légende de l'Ouest, parce qu'il est Legacy. Et on va pas trop vous en montrer parce que nous avons quand même pas mal avancé. Oui. Dans cette partie où nous jouons, nous en l'occurrence à 4, le jeu se joue de 2 à 5 joueurs. Il est très bien fait. Allez, cette boîte est très bien faite parce que regardez, même en la mettant debout, il n'y a rien qui est tombé. Attends, je fais ça. Ouais, t'inquiète. Voilà. Donc du coup, ça se joue de 2 à 5 joueurs. De plus de... C'est pas marqué là, c'est marqué là. De plus de 10 ans. Et les parties durent environ 20 à 90 minutes. Oui, ça dépend de où est-ce que vous en êtes dans votre partie. On en est à quoi, à la 5e? On va faire la 6e manche là. Je crois. Donc en fait, c'est... Juste, je tiens tout de suite à le dire. Comme ça, vous restez jusqu'à la fin. Vas-y. C'est le meilleur jeu des aventuriers du rail qui existe. C'est le meilleur. C'est plus qu'un énorme coup de cœur. C'est un kiff intégral. C'est... les aventuriers du rail qu'il nous fallait en tant que joueurs parce que les autres étaient trop légers. Mais c'est un kiff intégral. Un kiff intégral. Dans le contexte, c'est toi je sais pas, mais je déteste les aventuriers du rail. Je n'aime pas cette façon de je pioche, je pose, je pioche, je pose. Ça ne me convenait pas. Les aventuriers du rail Legacy, vous allez bien sûr piocher des cartes de wagons pour pouvoir poser vos petits wagons. Mais vous allez surtout, et bien sûr et bien entendu, faire la partie Legacy du jeu. Et en l'occurrence, vivre une aventure. Vous allez pouvoir avoir des choses, vous allez les tickets, il va se passer des choses quand vous validez vos tickets. Il va se passer des choses sur votre plateau, il va se passer des choses selon ce que vous faites. Et il va se passer des choses parce que on avance dans l'ère des rails. Et donc du coup, sans trop vous spoiler forcément, les rails en tout début, quand on explore un tout petit monde, qui vont devoir aller de plus en plus loin. Et il se passe plein de choses. Et je peux pas en dire beaucoup plus parce que sinon je vais dire des bêtises. Moi, je sais comment un peu dire des choses sans trop spoiler. Vous allez vivre une campagne, comme tu le dis, donc une campagne en 12 parties, si j'ai bien compté. 2, 4, 6, 8, 12, ça doit faire 12 ici. Vous allez pouvoir donc avancer au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire que vous avez votre bureau et votre coffre au trésor. J'aimerais juste prendre... Non, c'est pas ça que je cherche, c'est ici. Pas de spoil, vous inquiétez pas, je lève des trucs, mais il n'y a aucun spoil. Vous voyez juste une année, ça va pas vous parler. Vous avez à la fin de chaque partie ce petit carnet dans lequel vous allez regarder l'argent qui vous reste en main, les bonus pour les wagons restants par rapport aux wagons que vous avez posés et la valeur totale des tickets que vous avez validés. Une fois que vous avez rempli tout ça, vous allez enlever, hop, et vous allez le glisser dans cette petite fente. Parce qu'à la fin de la partie, celui qui aura amassé un max de tunas remportera la partie. C'est une campagne sur 12 sessions, une campagne narrative
une campagne narrative qui va vous faire vraiment découvrir un tout autre jeu. Franchement, si vous aimiez déjà les Aventuriers du Rail, je pense que vous ne pourrez plus vous en passer. Si vous n'aimiez pas les Aventuriers du Rail, vous ne pourrez plus vous en passer. Clairement. Ouais, voilà. Le plateau va évoluer. Vous commencez sur un petit plateau. Vous allez découvrir de nouvelles régions. Ce n'est pas un spoil. C'est tout de suite, c'est écrit là. Parce que, voilà, c'est écrit là. Vous allez avoir, moi, ce qui m'a fait kiffer, un effet waouh dès votre première partie. Ici, là, dès votre première partie, vous allez ouvrir une boîte et il y aura un effet waouh. Et c'est tellement satisfaisant. Vous allez... Je peux faire. Mais c'est ça. Vous allez avoir un jeu qui évolue aussi en termes de mécanique. Ouais. C'est-à-dire que au début, première partie, c'est les aventuriers de base. Voilà, je pose un train, j'essaye de valider un trajet d'un point A à un point B. Rien de plus. Dès la seconde partie, une nouvelle règle. Dès la troisième partie, une nouvelle règle. Dès la quatrième partie, une nouvelle règle. Dès la cinquième partie, une nouvelle règle. Une nouvelle règle selon ce que vous faites. C'est un tout autre jeu. Vous avez plusieurs jeux en un. Il y a vraiment ce côté évolutif, legacy. On le ressent vraiment très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que, oui, il y a des choses... vous allez altérer le matériel. Je n'ai pas parlé forcément de destruction. Qu'on s'entende bien, je ne parle pas forcément de destruction. Il n'y a pas de choses, je pense, qui vont vous faire... en fait, c'est simple. Mais le matériel va être altéré de telle façon que quand vous aurez fini la campagne, vous pourrez quand même toujours y jouer. Mais avec par rapport à ce que par rapport à vous, comment vous avez fait votre jeu. Et je pense qu'un jeu dans une famille ou chez un groupe d'amis ne sera pas le même chez quelqu'un d'autre. Oui. Parce que clairement, il est selon comment vous avez joué. Et c'est vraiment très cool. Et moi, je voulais juste... ajouter. En fait, c'est notre premier legacy qui nous prend autant dans sa façon de jouer, et c'est vraiment l'aventure familiale de cette fin d'année là, parce que on le sort quasiment tous les soirs avec les petits. Vraiment, il faut oui, dire. là on est en train d'essayer de changer le programme parce que c'est beaucoup moins rapide qu'avant, mais clairement c'est maman on joue quand au jeu, maman mange, on peut faire le jeu. Mais bien sûr, là j'aimerais vous montrer juste, je fais attention, c'est bon, je suis sur mon côté, vous voyez pas ce qui se passe, j'aimerais juste les événements, vous lire la toute première carte pour vous montrer qu'il y a un côté narratif. C'est bon, il se passe rien ici, hop, il y a un paquet histoire, il y a il y a de la narration. Et ça c'est la première, ça ouais, 1965 si tu vérifies. Non, c'était en 61. Vérifier, mais je crois 65 on commence. Je prends la boîte que personne n'a prise. Ah non, 65. Ouais. Donc vous voyez, il y a vraiment un côté narratif. Du sang sur les rails. Thaddeus Reeves, propriétaire de Reeves Rail, a été assassiné. Il faisait du repérage à l'ouest afin de trouver de nouveaux terrains sur les voies. Toutes les preuves désignent Maman O'Connell, une implacable baronne du rail installée en Virginie occidentale qui possède maintenant la plus grosse compagnie ferroviaire du pays. Blablabli, blablabla. Vous lisez le truc en voiture, c'est parti. Pour cette partie, vous utilisez 20 wagons en plastique. À la fin de cette partie, vous lirez la suite, blablabla, et je montre pas plus. Je fais très attention à pas vous spoiler. Voilà, il y a vraiment donc une histoire que vous allez découvrir au fur et à mesure de la partie, et ça c'est très chouette. Donc il y a vraiment un côté narratif, il y a un côté évolutif de matos qui va évoluer, il y a un côté effet waouh sur ce que vous allez débloquer, il y a de nouvelles règles qui vous donnent envie de refaire une partie tout de suite après, et il y a un côté campagne perso, parce que je joue le bleu, c'est pareil, hein, c'est pas du spoil, oui. Je fais gaffe à ce que je prends. Donc vous avez votre bureau, de partie en partie, vous chopez des choses, des objectifs personnels, vous rajoutez des cartes postales, des objectifs, c'est des petites cartes avec des petits objets que vous allez garder d'une partie à l'autre. Il y a un côté également plutôt sympa d'équilibrage. Le joueur qui perd à une partie va avoir un petit bonus pour la prochaine, donc il pourra récupérer des choses qui lui permettront d'avoir un start un peu plus simple pour la prochaine. Donc c'est rééquilibré à chaque partie, parce que s'il y en a un qui roule sur les parties, c'est pas non plus amusant. Franchement, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé également à une question. Souvent quand on fait un Legacy, on se pose cette question de ah ouais, c'est chiant, il faut que je garde le même nombre de joueurs jusqu'à la fin, il y a 12 parties, blablabla. Là, vous avez aussi un équilibrage. Si un joueur n'est pas là, vous le retirez du jeu tout simplement, et il y a un équilibrage qui se fera par rapport à ça. Et il pourra revenir par rapport à la suite, et c'est plutôt bien fait.
En fait, c'est plutôt Mais bien fait. faites-le quand même, tous Mais ensemble, faites-le il est tous beaucoup ensemble. trop bien. Il est beaucoup trop bien. Et vous avez vraiment énormément de choses à découvrir. Vous le voyez, rien que là, vous avez toutes ces boîtes à ouvrir. Vous avez 7 boîtes. Là, il le voit plus, là, mais oui, d'accord. Oui, pardon, oui. Vous avez donc toutes ces boîtes à ouvrir. Vous allez... Ou pas, hein. Ou pas, ouais, on ne sait pas en fait. Je dis ça, je ne sais pas si on va réussir à tout ouvrir. Nous, on a déjà ouvert les 2 là. On ne vous dit pas ce qu'il y a dedans. Vous allez donc ça avoir à ouvrir. Vous allez avoir des choses qui vont se passer avec les cartes. Vous allez avoir vos... je fais très attention pareil quand je vous le montre. Vous allez avoir des règles qui évoluent. Je fais exprès de bouger comme ça, personne ne peut lire. Vous allez avoir des choses... Voilà, je fais exprès. Vous ne mettrez pas pause. Vous allez donc avoir des autocollants que vous allez coller sur les Tout le règles. long du Voilà, livret. les règles, vous voyez, il y a des A, B, C, D. Vous ne pourrez pas avoir tout le temps les mêmes règles. Donc et là, vous voyez, hein, il y a C'est bon, ils ont vu. Voilà. Donc il y a des choses qui s'ajoutent, des règles qui s'ajoutent et un jeu qui devient de plus en plus complet et de plus en plus intéressant. Voilà. Et vous pouvez le mettre tout droit parce que ça tombe pas, parce que la boîte est beaucoup trop remplie. Par contre, ça a un prix, clairement. Oui, on va pas se cacher. Il est à 100 €. Une centaine d'euros. Pour le coup, 105 €. J'avoue que... Voilà. Pour le coup, vous avez la réduction sur la caverne du Gobelin qui vous donne 10% si vous êtes abonné. Mais pour le coup, je crois que c'est un des Legacy les plus complets que j'ai pu jouer. Et vraiment, au vu du matos, au vu de tout ce qu'il y a, je ne le trouve pas excessif. Je vais dire les choses. Moi, je le pensais plus cher. Je le pensais plus cher. Je le pensais plus cher, vraiment. C'est un budget, mais comptez 12 campagnes minimum. Vous pourrez rejouer avec 12 fois 1 heure pour une centaine d'euros. Ça, voilà. Au vu du matos, la boîte doit peser 5 kilos toute seule. Hein, vraiment. Voilà, c'est du très bon. Je le mettrai dans mes belles expériences de l'année 2023. Vraiment, on en reparlera quand on fera notre top de 2023. Mais je ne lui laissais aucune chance. Non. Au départ, mais aucune, vraiment, parce que moi, les aventuriers du rail comme toi, j'allais justement ajouter, on va tendre le bâton pour se faire battre, mais celui-ci, si on ne l'avait pas reçu, on n'y aurait pas joué. Ah oui, clairement. Parce que les aventuriers du rail, et ce qu'on me disait, qu'on n'était pas fan, etc. Et on lui donnait aucune chance. On lui donnait aucune chance. Et je très serais contente de dire j'ai eu tort. Ouais, et je serais passé à côté d'une très belle aventure. Et clairement, c'est l'aventure la plus complète et c'est le jeu le plus complet qui doit y avoir sur le marché en termes des aventuriers du rail. S'il ne devait rester qu'un seul aventurier du rail, ce serait celui-là. Ouais, tu m'étonnes, on peut en faire un. Tu m'étonnes. Bah, donc, nous, oui, ça serait celui-là. Donc voilà, nous on vous le conseille clairement. Et c'est aussi, encore une fois, un très beau cadeau de Noël. Si vous deviez faire qu'un cadeau et voilà, que vous avez le budget, vous pourriez tenir voilà, pas mal de dimanches ensemble. Comme tu dis, tu as une douzaine de parties minimum pour au moins finir le Legacy, et après tu peux rejouer. Bien sûr. 12 parties fois, je vais dire au moins 1 heure, parce qu'en général, passer la 3/4e manche, c'est un peu plus long. Clairement, je pense que ça c'est vraiment un kiff. Vraiment un kiff. Donc voilà pour ces aventuriers du rail. Et c'est bon, on arrive à la fin. Et je vais pousser tout ceci, je vais essayer... Non, je vais me péter le dos. Je vais le poser là-bas, on le voit moins. Ouais, c'est pas Et c'est la fin. C'est déjà la fin. C'est déjà. C'est enfin la fin. C'est la fin. Ça fait, je vois pas, 1h36 que nous sommes là. Voilà. Dis-nous tout. Tout. Tout, déjà, on se retrouve très vite pour un autre CT Off, parce que comme on l'a dit là en préambule, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de jeux qu'on a envie de vous parler, et donc du coup beaucoup de jeux qu'il faut qu'on vous présente, et donc beaucoup de jeux qu'il faut qu'on fasse en CT Off, parce que malheureusement on n'arrive pas à se poser sur des parties comme on voudrait, en tout cas. Tout à fait, Et Par contre, on va quand même faire des parties. Oui. On va peut-être dans la journée, si vous êtes en live, repopper. Peut-être pas. Si vous êtes là, sachez que dans l'après-midi, on repopera sûrement pour jouer à Van Helsing versus Dracula ou Dracula versus Van Helsing. Je sais pas dans quel sens il se dit. J'ai déjà oublié. Les deux là qui s'affrontent. Voilà. N'hésitez pas, du coup, là, si vous êtes en live, à rester, parce qu'en effet, on va faire le tirage au sort du concours. Merci à tous ceux qui se sont abonnés ou qui ont rejoint la chaîne pendant qu'on était en train de discuter. Merci beaucoup. Twitch, on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à nous dire ce à quoi tu as joué ou ce que tu vas offrir à Noël. On fera bien sûr des petites sélections de Noël parce que moi j'ai déjà commencé mes cadeaux. À très bientôt et amusez-vous bien. Ciao, ciao. Salut.
Allez, n'hésite pas à nous rejoindre sur YouTube. On va vivre des choses incroyables. Clic, 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 clic.